Salut à tous, ici William Pérus. Aujourd'hui, nouvel épisode de ma nouvelle série intitulée « Du livre au film ». Avant de débuter, faut savoir que j'ai lu L'île du Docteur Moreau dans l'optique d'en faire un épisode de ma série « Ces livres-là ». Tellement j'étais convaincu que le roman me plairait. Seulement, je n'ai pas suffisamment aimé le livre pour ça, malheureusement. J'avais énormément d'attentes, mais elles ne rencontrèrent pas satisfaction. Bref, sans plus de tergiversation, entrons dans le vif du sujet. D'abord, le livre. L'île du Docteur Moreau, c'est un court roman de science-fiction plus ou moins horrifique, écrit par H.G. Wells et publié en 1896. On y suit Edward Prendick, unique survivant d'un naufrage dont on ne sait pratiquement rien. Il se fait sauver par le capitaine d'un navire, pourvu d'un équipage dont certains des membres présentent des comportements assez particuliers, et transportant différentes espèces animales avec pour destination une île privée. L'île appartient à un certain Docteur Moreau. Seul ce nom suffit à évoquer chez Edward des souvenirs assez sordides des expériences qu'effectuait le docteur, dont il avait lu quelques lignes sur une brochure il y a de cela quelques années. Car en effet, le Docteur Moreau est obsédé par la vivisection et surtout l'humanisation physique et cérébrale d'espèces animales. Malheureusement, aucune de ces nombreuses expériences n'a jamais abouti sur un résultat à la fois satisfaisant et durable. Dès l'arrivée imprévue d'Edward sur l'île, toutefois, le Docteur Moreau ne se montre pas hostile à sa présence, bien que peu enclin à l'accommoder en le renvoyant à la civilisation le plus tôt possible. Au contraire, un avertissement clair est formulé. Edward repartira à bord du prochain bateau, peu importe quand celui-ci se pointe. Ça peut prendre quelques semaines, comme plusieurs mois. Mais ça, ce sera avant qu'Edward ne fourre son nez trop profondément dans les entrailles de l'île et n'y découvre beaucoup trop de choses. Bon, qu'en dis-je? Eh bien, c'est en plein le genre d'histoire que j'aime. Autant dans la littérature qu'au cinéma. Ce genre d'histoire délicieusement tordue, parsemée de personnages énigmatiques, le tout saupoudré d'anomalies génétiques et scientifiques. Les personnages sont très intéressants, servent à l'ambiance étrange de l'île et du roman d'une manière générale. Je pense surtout au Docteur Moreau, d'un calme déstabilisant, ainsi qu'au domestique de Montgomery, bizarre à souhait. Cependant, là où les choses ont vraiment bloqué pour moi, c'est au niveau de la narration. Elle n'est pas mauvaise, elle est épurée, elle est bonne, mais sans être particulièrement riche non plus. Mais inquiétez-vous pas, croyez-moi qu'on se trouve pas face à un roman à la plume pauvre non plus, loin de là. Mais même à ça, cette narration plutôt sobre, si je puis dire, n'a pas su me conquérir. Mais ça, c'est un problème récurrent chez moi. Je m'explique. Pour une raison qui m'échappe, j'ai beaucoup de misère à apprécier la littérature anglo-saxonne, et surtout leur narration, la narration de ses auteurs. Mis à part de rares exceptions telles que H.P. Lovecraft, Graham Masterton ou encore Nicholas Sparks, les romans de langue anglaise que j'ai lus présentent presque tous le même problème. Et je mets des guillemets parce que c'est un problème totalement lié à mon interprétation et à mes goûts personnels. Ce problème étant une espèce de centralisation de l'histoire sur le protagoniste et non sur l'univers du roman en tant que tel. Ce qui donne parfois l'impression que tout ce qu'il y a autour du personnage principal gravite autour de lui, et non qu'il arpente un univers qui existerait avec ou sans lui, et qui existait avant lui et qui existera après lui. Bien souvent, ces romans-là, dans le meilleur des cas, ils me laissent de marbre. Dans le pire des cas, ils me déplaisent. Comme celui-là, par exemple. Quelle déception. À mon sens, l'histoire de ce petit roman, de cette longue nouvelle, était plutôt bonne. La prémisse était excellente. Seulement, l'histoire était beaucoup trop expédiée. Quand tu dis qu'un roman aurait été meilleur en durant 150 pages de plus, ouais, c'est parce que c'est expédié rare. Mais vraiment. Bref, ceci conclut ce petit interlude. Et ici, avec l'île du Docteur Moreau, j'avais énormément d'attentes. D'abord car c'est un classique de la science-fiction d'épouvante,
mais aussi car son auteur, H.G. Wells, est un monument de la littérature, connu pour des histoires telles que La machine à explorer le temps ou le très célèbre La guerre des mondes, que je possède et dont on parlera, je l'espère, dans mon émission principale, sinon ici. De plus, l'île du Docteur Moreau présente un synopsis qui cadre parfaitement avec ce que j'adore, soit l'horreur, l'épouvante, le glauque bizarroïde. Un naufragé dont on sait trop peu de choses, ce qui m'a déplu, honnêtement, mais on y reviendra. Un capitaine qui le repêche à bord de son bateau à l'équipage étrange et à la cargaison vivante, une île privée, un docteur foqué, des expériences étranges, des parias ayant subi d'ignobles modifications chirurgicales, esthétiques et cérébrales, j'en passe. C'était assez pour me charmer, et l'histoire en soi m'a beaucoup plu. Mais là où ça casse, c'est vraiment au niveau de la narration. Je n'ai pas trouvé la plume de l'auteur particulièrement transcendante. J'ai trouvé que celle-ci nous délivrait l'histoire, simplement, et c'est tout. C'est correct, c'est son mandat, mais généralement, j'ai besoin d'un minimum de lyrisme pour vraiment accrocher à une plume. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère de loin la littérature française et québécoise à celle anglo-saxonne. Je trouve que la francophonie excelle tout simplement davantage dans l'art littéraire. Ou peut-être que j'ai juste une préférence pour les VO en littérature. On va savoir. D'ailleurs, j'aurais bien aimé en savoir plus sur le naufragé. Je sais que c'était pas le but de l'histoire, ni pour l'histoire en elle-même, ni pour l'auteur. Le point était surtout, d'une part, de nous présenter l'île privée et son propriétaire, et d'autre part, moins explicitement certes, ça permettait à l'auteur de récupérer des théories qu'il avait brodées, traitant de chirurgie plastique et d'expérimentation animale. Donc bon, l'objectif du roman n'était clairement pas de tergiverser sur les raisons du naufrage du navire à bord duquel voyageait Edward Prendick initialement. Mais quand même, un petit chapitre ne serait-ce que sur le naufrage, ça aurait été apprécié. Ou un petit résumé de quelques paragraphes, à la limite. Bref, même si elle est portée par une narration assez simple, n'allez pas croire que l'histoire est mauvaise. Au contraire, l'histoire est très bonne. Sa faiblesse, c'est vraiment sa narration, sa prose, qui n'a pas su me charmer. Mais ça, je pense vraiment que ce soit davantage lié à moi qu'au roman en lui-même. Car, encore une fois, je suis plutôt dur comme public pour ce qui est de la littérature anglo-saxonne. N'en demeure pas moins que l'île du Docteur Moreau demeure une œuvre culte de la littérature de genre. Et c'est entièrement mérité. Et cette œuvre a d'ailleurs eu droit à quelques adaptations cinématographiques. La première étant L'île d'épouvante, un film muet daté de 1913. Et la dernière en date étant L'île du Docteur Moreau, sorti en 1996. Ah, puis à la télévision, il y a aussi eu L'île du Docteur Hibbert, une sympathique parodie de l'œuvre par nos chers Simpsons. All you can do is eat and sleep and mate and roll around in your own filth and mate and eat. Where do I sign up? Mais ici, l'adaptation sur laquelle on va se pencher, c'est celle de 1977, les années 70, l'une de mes décennies favorites en termes de cinéma d'horreur. The Island of Dr. Moreau, réalisé par Don Taylor et mettant en vedette Burt Lancaster, Michael York et Barbara Carrera. Le film prend quelques libertés sur l'histoire du roman. Ici, pas de navire qui rescape un naufragé esselé sur une barque, et pas non plus de Edward Prendick. Ici, on suit plutôt deux naufragés, à bord d'une barque percée qui s'échoue sur une île. L'île semble d'ailleurs peuplée de créatures indistinctes, difficilement perceptibles à travers toute la verdure, les arbres et les plantes, les broussailles, les tiges, les branches et les lianes qui obstruent la vue et le chemin. L'un des deux survivants, Andrew Braddock, tombe dans une sorte de piège alors qu'il fuyait un étrange poursuivant. À son réveil, il se trouve dans un lit, pris en charge par le docteur Moreau et son assistant Montgomery, qui vont s'occuper de lui. D'ailleurs, le docteur Moreau et les quelques personnes qui résident avec lui, dont la silencieuse et ravissante Maria, vivent dans une espèce de camp clôturé de hauts troncs plantés dans le sol, qui protège les lieux de toute invasion extérieure. Et quiconque veut pénétrer le domaine doit passer ce portail.
Andrew Braddock ne tardera pas à découvrir que le Dr Moreau pratique de sordides expériences sur des animaux, visant à les humaniser autant physiquement que mentalement. Andrew n'aura donc plus qu'un seul objectif, s'échapper de cette île maudite, avec Maria. And we're gonna do it. Comme vous le voyez, l'histoire du film est assez similaire à celle du livre dans ses grandes lignes, car c'est dans le détail et le dénouement que les différences entre les deux œuvres se marquent le plus. Les deux œuvres présentent en somme des histoires vraiment différentes, gardant toutefois un squelette pratiquement identique. Ici, on garde le cœur même du roman, mais tout en innovant suffisamment pour ne pas en faire un inutile copier-coller. Le scénario est très bon en somme et pourvu d'un bon rythme. Là où ça fait tâche, c'est au niveau des acteurs. Burt Lancaster nous livre une bonne prestation. Il incarne avec justesse le docteur posé, passionné par son projet, qu'H.G. Wells nous avait présenté dans son roman, et que les scénaristes ont bien repris ici. Nigel Davenport dans le rôle de Montgomery remplit correctement son mandat. Barbara Carrera, pour le peu de répliques qu'elle a, nous livre une prestation à la hauteur de son rôle. Par contre, c'est au niveau des deux rescapés que le film perd en crédibilité. Ils ne sont pas très bons. Le premier rescapé, Johnny, surjoue. Heureusement, le film le jarte rapidement. Oups, désolé. Heureusement, Michael York, en tête d'affiche, est moins pire. Quoique dénué d'expressions variées par moment. Mais ça se place dans le dernier tiers du film. Et c'était déjà pas catastrophique, dans la mesure où on a vu bien pire. Et Richard Basehart, en tant que gardien de la loi, incarne à merveille son personnage d'animal humanisé. Et son costume, quoique sobre comme la plupart des autres ici, rend plutôt bien. Les costumes, tiens, parlons-en. Ils sont bien, quoiqu'ils se ressemblent tous. Ils jouissent de ce charme effrayant, tout en pudeur et en restrictions budgétaires, dont profitaient plusieurs films d'horreur de la même époque et de la même stature financière. J'aime beaucoup les costumes de ce film, même si ça paraît que c'est des hommes déguisés et non des animaux humanisés. Ils donnent quand même froid dans le dos, grâce surtout aux acteurs, qui se tiennent tous de manière à avoir l'air plus ou moins bossus. Leur posture est voûtée, ils se tiennent d'une façon presque simiesque, ce qui renforce le côté repoussant de leur aspect. Certes, certains déguisements sont mieux faits que d'autres, ou plutôt ils sont plus peaufinés que d'autres, même si ça demeure toujours des masques et des prothèses. D'ailleurs, certains masques reflètent la lumière, comme le ferait du caoutchouc ou du plastique. J'ai d'ailleurs le souvenir d'une scène où un personnage, je ne dirai pas lequel pour éviter de divulgacher, se vautre sur le dos, la bouche entrouverte, et tu peux apercevoir, juste derrière les dents mal peintes du masque, les dents et les gencives de l'acteur qu'il porte. Mais bon, faut porter attention pour remarquer ce genre de détails. Et encore une fois, on a vu pire. Le véritable problème des costumes réside dans le fait que dans l'univers du film, comme celui du livre, on fait face à plusieurs représentants d'espèces animales différentes, humanisés. Pas plusieurs humains animalisés. Non, des animaux humanisés. Et en ce sens, eh bien, ce n'est pas normal que plusieurs espèces animales différentes, même humanisées, soient presque toutes de la même silhouette, de la même taille, du même physique, bref, de la même constitution. Et je veux bien qu'elles soient humanisées, mais c'est pas normal que chacune de ces espèces, certes humanisées, se meuvent de la même façon, et se tiennent de la même façon, et semblent avoir la même ossature. Dans le roman, ça marchait parfaitement. On s'imaginait bien des bêtes humanisées de taille non humaine par moment. Le pari était amplement réussi. Mais ici, le problème, c'est que les costumes se ressemblent tous. Il y a juste les visages qui changent. Tantôt on lui flanque un groin au centre du visage, tantôt c'est un museau. Ça est le niveau de pilosité qu'on leur appose aussi. Et que les acteurs qui les incarnent aient à peu près tous la même charpente, la même taille et la même carrure, et qu'ils se tiennent tous de la même manière et se ressemblent physiquement à peu près tous, au niveau de leur carrure encore une fois, ça nuit dans la mesure où, malheureusement, justement, on a l'impression d'être face à une bande d'humains qu'on aurait tenté de transformer en animaux, et non le contraire. Alors pourtant que c'est le contraire.
Le docteur Moreau capture des animaux pour les humaniser. Or, ces bêtes virent en humains, poilus, avec des griffes et parfois des cornes, des museaux ou des groins, pis c'est pas mal ça. Comme j'ai dit, dans le roman, on sentait vraiment que c'était des animaux humanisés par leur description. Mais ici, c'est des humains animalisés. Ou en tout cas, c'est l'impression que j'en aurais eu si j'avais pas vu le film, si je savais rien du scénario, si j'avais pas lu le livre et qu'on m'avait juste balancé des photos. Mais bon, en faisant abstraction de ça, après tout, on peut bien faire montre d'un peu de suspension d'incrédulité. Les costumes sont indéniablement repoussants. Ils sont laids, ils flanquent la trouille juste à les voir. Ils mettent inconfortable. Là-dessus, c'est réussi. Et je pense qu'on peut pardonner au film le manque de détails autres que sur le visage des costumes lorsqu'on prend connaissance de son budget. Le film était pourvu d'un budget de 6 millions de dollars. Et il n'a même pas su être suffisamment rentable pour se rembourser puisqu'il n'a rapporté qu'un maigre 4 millions de dollars. Mais outre les costumes, qui sont ici abondants, les effets spéciaux se font plutôt rares. Le sang, par exemple, lorsqu'il y en a, peut être correctement rendu, tout comme il y a une scène où un personnage se fait abattre d'une balle dans la tête à bout portant, et le sang n'éclabousse absolument rien, en plus de s'apparenter davantage à une cuillerée de sauce tomate quelque peu rosée qu'on lui aurait versée à l'arrière de la tête. Mais bon, un tel film n'a pas besoin, a priori, d'énormément d'effets spéciaux graphiques, puisque l'essentiel des trucages passe par les costumes. Et la raison pour laquelle ils se ressemblent tous, et qu'objectivement certains sont ordinaires, voire piètrement réalisés, c'est parce qu'une importante partie du budget, en plus de la distribution, doit, d'après moi, être passée dans l'île. Et dans les décors, les habitations, qui, pour le coup, sont vraiment bien faites, donnent véritablement l'impression qu'on est face à une sorte de microcosme extrêmement étroit, si là, au centre d'une île louche, à la verdure dense, recelant tant de secrets. Et justement, pendant qu'on y est, comment ne pas en parler de l'île? L'île est l'une des plus grandes forces de ce film. Avec toutes ces tiges et ces lianes qui pendent par centaines des arbres, qui eux-mêmes plaquent une ombre opaque sur presque l'ensemble de l'île, enfermant les personnages dans une zone qui semble, pour le coup, réellement hostile. On a parfois la sensation que nos personnages sont réellement prisonniers de l'île. L'équipe du film a vraiment su rendre cette île anxiogène. Le sentiment de menace rampante est réel par moments, et la grotte est parfaitement rendue, tout en sobriété mais hautement angoissante. J'ai été fort content que le film réutilise cet aspect du livre, qui était parmi ses meilleurs éléments. En somme, The Island of Dr. Moreau est un bien bon film. Il se réapproprie de manière intelligente et avec une prémisse inventive l'histoire de H.G. Wells. Je vous recommande le film, mais également le livre, qui demeure un très bon livre, objectivement, bien qu'encore une fois, il ne m'ait pas conquis autant que je l'aurais souhaité. Sur ce, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de contenu portant sur la littérature, mais pas que. Allez, salut!